En octobre 2011, dans une salle de réunion discrète quelque part aux États-Unis, un groupe d'investisseurs fit une proposition qui allait bouleverser l'industrie aéronautique mondiale. Ils voulaient construire un avion de combat en secret, sans l'armée, sans le gouvernement et surtout sans que personne ne le sache. Ce jour-là, l'histoire du Scorpion commença. L'idée derrière ce projet était aussi audacieuse qu'elle était dangereuse. Depuis des décennies, chaque avion militaire américain était développé selon un processus bien établi. Le gouvernement émettait des exigences, les fabricants répondaient et le département de la Défense finançait tout. Ce modèle était lent et coûteux. Des programmes entiers prenaient 15 voire 20 ans avant de produire un seul appareil opérationnel. Les coûts explosaient, les délais se multipliaient, et de nombreux pays se retrouvaient avec des avions qui ne pouvaient tout simplement pas se permettre. C'est précisément ce vide que le groupe clandestin voulait combler. Il s'appelait Airland Enterprises, et leur vision était simple mais révolutionnaire. Construire l'avion tactique le plus abordable du monde, capable d'accomplir des missions de reconnaissance armée, de surveillance et d'attaque légère pour une fraction du coût d'un chasseur moderne. Un avion que des nations trop petites ou trop pauvres pour acquérir des F-16 pourraient enfin se permettre d'acheter et de faire voler. En octobre 2011, Airland approcha Textron, le géant américain de l'aéronautique qui possédait notamment Cessna et Bell Helicopter. La proposition était limpide, une coentreprise secrète financée en grande partie par des capitaux privés pour développer un jet tactique entièrement nouveau en un temps record. Textron accepta. Une nouvelle entité fut créée, Textron Airland, et le projet reçut un nom de code austère et délibérément banal, SCV-12-1, ou simplement le projet. Ce qui suivit fut l'une des opérations de développement aéronautique les plus discrètes de l'histoire récente. Une équipe restreinte d'ingénieurs triés sur le volet fut sélectionnée parmi les rangs de Textron, Cessna et Bell Helicopter. Avant même de commencer, chacun signa un accord de confidentialité stricte. Leurs familles ne savaient pas où ils travaillaient, leurs collègues ignoraient ce sur quoi ils planchaient. Ils furent réunis dans un lieu discret à Wichita, au Kansas, une ville connue comme la capitale mondiale de l'aviation générale, où les voisins étaient eux-mêmes des professionnels habitués à garder des secrets industriels. La règle d'or du projet tenait en 3 mots, la vitesse avant tout. Les décisions qui prenaient normalement des semaines devaient être prises en quelques heures. Les révisions de conception qui nécessitaient des mois de simulation devaient être validées en quelques jours. Les fournisseurs locaux furent choisis autant pour leur discrétion que pour leurs compétences. Chaque composant commandé à l'extérieur était enveloppé dans une couverture administrative soigneusement construite pour ne pas éveiller les soupçons de la concurrence. Pour tenir les délais impossibles qu'ils s'étaient fixés, les ingénieurs commirent quelque chose qui aurait fait frémir n'importe quel auditeur aéronautique traditionnel. En mai 2012, les contours extérieurs de l'avion étaient déjà en construction. En août de la même année, la fabrication des ailes avait commencé. Et les essais en soufflerie, qui auraient normalement dû précéder toutes ces étapes, furent conduits alors que les pièces des ailes étaient déjà en production. C'était une prise de risque calculée, presque insolente, qui témoignait de la confiance absolue de l'équipe dans ses propres calculs. Pour maintenir les coûts bas et accélérer le développement, les ingénieurs puisèrent massivement dans le catalogue de Cessna. Des composants issus d'avions d'affaires civiles furent intégrés directement dans la conception. Les moteurs retenus étaient les Honeywell TFE 731, des turboréacteurs à double flux déjà largement utilisés dans l'aviation civile, reconnus pour leur fiabilité et leur faible coût de maintenance. Ce choix signifiait qu'un pays acheteur n'aurait pas besoin de former ses techniciens sur des systèmes militaires exotiques, ni de construire une logistique complexe. Après des mois de travail acharné dans le secret le plus absolu, l'équipe franchit une étape décisive. Le 16 septembre 2013, dans un hangar de Wichita, le premier prototype du Scorpion fut dévoilé à un cercle très restreint de personnes autorisées. La machine était là,
élancée, peinte en gris militaire sobre, avec ses 2 moteurs en nacelle dorsale et son cockpit en tandem pour 2 membres d'équipage. Elle était presque prête à voler. Et personne, à l'extérieur de ce hangar, ne savait encore qu'elle existait. Les semaines qui suivirent le dévoilement du prototype furent consacrées aux essais au sol. En novembre 2013, le Scorpion effectua ses premiers roulages sur la piste de Wichita. Les pilotes testant les systèmes de freinage, la réactivité des commandes et le comportement général avant de confier la machine aux airs. Les moteurs tournaient sans anomalie et l'équipe commençait à croire que son pari insensé allait tenir. Le 12 décembre 2013, le Scorpion décolla pour la première fois. Le vol dura 1h24. Pour un avion conçu en 23 mois à peine, avec des composants civils et sans un seul dollar de financement gouvernemental, c'était un résultat qui défiait toute logique industrielle. Les pilotes d'essai rapportèrent que la machine était maniable, réactive et stable, même dans des configurations de vol inhabituelles. Les mois suivants furent consacrés à un programme de certification intensif. Textron Airland s'était fixé un objectif ambitieux: atteindre 500 heures de vol et valider les performances de base avant la fin de l'année 2014. Le 9 avril 2014, la société annonça que le Scorpion avait déjà accumulé 50 heures de vol en 26 sorties. Les données publiées étaient précises. L'avion avait atteint 9144 mètres d'altitude, des vitesses proches de 789 km/h et des facteurs de charge allant de 3,7 grammes positifs à 0,5 grammes négatifs. Pour un prototype assemblé avec des pièces de catalogue civil, les chiffres tenaient la route. Ce qui surprit le plus les observateurs ne fut pas la vitesse maximale, somme toute modeste pour un jet militaire, mais les performances à très basse vitesse. La vitesse de décrochage avait été mesurée en dessous de 160 km/h, un seuil remarquablement bas pour un avion à réaction. Concrètement, cela signifiait que le Scorpion pouvait opérer depuis des pistes courtes et dégradées, un avantage réel pour des pays dont les infrastructures ne ressemblent en rien à celles des grandes puissances occidentales. Les ingénieurs n'avaient pas cherché la performance brute, ils avaient cherché la praticabilité. Pour illustrer cette capacité de façon spectaculaire, les pilotes réalisèrent une démonstration mémorable. Le Scorpion intercepta un Cessna 182, un simple avion de tourisme à hélice dont la vitesse de croisière dépasse à peine 200 km/h. Un jet capable de ramper dans le ciel à cette allure sans décrocher, c'était précisément le genre d'argument concret que Textron voulait avancer pour des missions de patrouille frontalière ou de surveillance côtière dans des zones sans défense antiaérienne. Mais à mesure que les essais progressaient, une réalité bien moins enthousiaste se dessinait. Le Scorpion était fondamentalement conçu pour opérer dans un ciel vide, face à des adversaires ne possédant ni missiles sol-air modernes, ni avions de chasse. Face à un environnement contesté, la machine devenait vulnérable de façon presque irrémédiable. Son équipement de guerre électronique était au strict minimum, sa signature radar parfaitement visible pour tout système de détection moderne, et sa vitesse de pointe largement insuffisante pour distancer un intercepteur contemporain. Les analystes posaient une question que Textron évitait dans ses communications. À quoi sert un avion d'attaque incapable de pénétrer un espace aérien défendu par n'importe quelle armée sérieuse ? En juillet 2014, le Scorpion fit sa première apparition publique internationale au Salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre. La version présentée intégrait plusieurs modifications. Un train d'atterrissage simplifié, une voilure à flèche légèrement augmentée et de nouveaux systèmes avioniques incluant des commandes main sur manche et manette. La machine était visuellement soignée et attira les regards de nombreuses délégations étrangères. Des représentants de pays d'Asie du Sud-Est et du Golfe Persique s'approchèrent du stand Textron. Les arguments commerciaux étaient séduisants. Moins de 20 millions de dollars l'unité et seulement 3 000 $ de coût par heure de vol, contre des dizaines de milliers pour un F-16. Pour des forces aériennes au budget limité, ces chiffres avaient un poids réel.
Mais les délégations posaient des questions précises sur les capacités de survie en zone hostile, et les réponses de Textron restaient délibérément vagues. À l'issue du salon, les carnets de commandes restaient désespérément vides. En août 2014, Textron Airland organisa une démonstration qui devait prouver que le Scorpion n'était pas qu'un prototype de salon. Le scénario choisi était celui d'un déversement chimique massif, simulé, une situation de crise civile nécessitant une surveillance aérienne prolongée sur une zone étendue. Un pilote d'essai prit les commandes, décolla et maintint l'appareil en vol circulaire au-dessus de la zone pendant plusieurs heures, transmettant en temps réel des images vidéo haute définition en couleur aux équipes de la Garde nationale aérienne américaine au sol. Le résultat fut indiscutable sur le plan technique. Le Scorpion atteignit un taux de disponibilité opérationnelle de 100% pendant toute la durée de l'exercice. Les communications entre l'appareil et les stations au sol fonctionnèrent sans interruption et la caméra embarquée transmit des images nettes et exploitables. Pour une démonstration destinée à séduire la Garde nationale américaine, qui cherchait précisément une capacité de surveillance prolongée à faible coût, le message semblait clair. Ce que Textron ne mettait pas en avant dans ses communiqués, c'était la nature fondamentalement civile de ce type de mission. Survoler une zone de crise simulée ne nécessite ni blindage, ni guerre électronique, ni capacité de survie face à une menace armée. N'importe quel turbopropulseur bien équipé en capteur aurait pu accomplir la même tâche pour un coût encore inférieur. La démonstration prouvait que le Scorpion fonctionnait. Elle ne prouvait pas qu'il était indispensable. La configuration armée méritait pourtant examen. Le Scorpion disposait d'une soute interne reconfigurable pour accueillir des capteurs, du carburant additionnel ou des munitions à guidage de précision par laser ou GPS, avec une capacité d'emport interne de 1360 kg. 6 points d'emport externe permettaient d'ajouter la même quantité sous les ailes, sous forme de pods de canon, de roquettes, de missiles ou de bombes d'idées. Sur le papier, l'arsenal potentiel était cohérent, mais la réalité opérationnelle tempérait immédiatement cet enthousiasme. Pour employer efficacement des munitions guidées par laser, un avion doit maintenir une position stable au-dessus de la cible pendant un temps suffisant, ce qui implique de voler bas et lentement dans un espace où toute défense antiaérienne, même rudimentaire, devient létale. Le Scorpion n'emportait aucun système de leurre thermique standard, aucun brouilleur actif, aucun dispositif de détection de tir. Face à des groupes armés disposant de missiles portables sol-air, des systèmes présents aujourd'hui dans des dizaines de conflits à travers le monde, l'avion devenait une cible particulièrement exposée. Les concepteurs répondaient à cette objection en insistant sur l'altitude d'emploi recommandée. Le Scorpion était prévu pour opérer en reconnaissance armée à plus de 4500 mètres, hors de portée de la plupart des tirs non guidés. Mais à cette hauteur, les capteurs embarqués, dont les performances n'étaient pas comparables à ceux des drones spécialisés, ni aux pods optroniques des avions modernes, devenaient un facteur limitant sérieux. La machine se retrouvait dans une position inconfortable. Trop vulnérable pour descendre, pas assez équipée pour être vraiment efficace de loin. Vers la fin de l'année 2014, Textron modifia discrètement une partie de sa communication en insistant davantage sur le rôle de formation des pilotes. L'idée était que des pays souhaitant préparer leurs aviateurs à des jets plus avancés pourraient utiliser le Scorpion comme avion d'entraînement à un coût inférieur à celui d'un T-50 ou d'un M346. Le cockpit en tandem s'y prêtait naturellement, l'instructeur occupant le siège arrière pendant que l'élève manœuvrait depuis l'avant. Cette réorientation partielle du discours trahissait une nervosité croissante au sein de Textron Airland. Les mois passaient, les démonstrations s'accumulaient, mais aucun contrat ferme ne se matérialisait. La Garde nationale américaine, cible prioritaire du programme, ne manifesta jamais d'intérêt financier concret. Les budgets de défense américains, contraints par les séquelles des crises économiques et les rééquilibrages stratégiques, ne laissaient aucune place à un appareil dont personne n'avait formellement exprimé le besoin. Le Scorpion cherchait un client depuis le premier jour.
Et ce client, malgré toutes les promesses et tous les voyages commerciaux à travers le monde, ne se montrait toujours pas. La machine la plus abordable du monde risquait de n'être achetée par personne. Tout au long de l'année 2015, les équipes commerciales de Textron Airland sillonnèrent le monde avec une énergie remarquable. Les destinations se succédaient: Kuala Lumpur, Manama, Doha, Riyad, Manille, Jakarta, Bandar Seri Begawan. Dans chaque capitale, les représentants de la société présentaient les mêmes diaporamas soignés, les mêmes vidéos de démonstration, les mêmes tableaux comparatifs montrant le Scorpion comme une évidence économique face aux alternatives disponibles. Les discussions étaient cordiales, les hôtes posaient des questions pertinentes. Et à chaque fois, au moment de passer aux engagements concrets, les portes se refermaient poliment. La Malaisie fut l'un des cas les plus représentatifs de cette frustration commerciale. L'armée de l'air royale malaisienne opérait encore des appareils vieillissants pour ses missions de patrouille maritime et de surveillance des frontières, et Textron voyait là un marché naturel pour le Scorpion. Les discussions avancèrent suffisamment pour que des détails techniques soient échangés, mais la Malaisie avait simultanément engagé des négociations avec plusieurs autres fournisseurs, dont des fabricants proposant des turbopropulseurs armés nettement moins chers et techniquement suffisants pour les missions envisagées. Le Bahreïn et le Qatar, deux monarchies du Golfe disposant de budgets de défense généreux, semblaient a priori des candidats plus prometteurs. Ces pays achetaient régulièrement des équipements militaires américains, entretenaient des relations étroites avec Washington et cherchaient à diversifier leurs capacités aériennes. Mais précisément parce que leur budget était confortable, ils pouvaient se permettre mieux que le Scorpion. Le Qatar était alors en pleine négociation pour l'acquisition de F-15 et de Rafale français. Le Bahreïn modernisait sa flotte de F-16. L'Arabie saoudite, dont les forces aériennes étaient alors engagées dans la coalition militaire au Yémen depuis mars 2015, représentait théoriquement le cas d'usage parfait pour le Scorpion. La guerre au Yémen mettait en scène exactement le type de conflit de basse intensité contre lequel l'appareil avait été conçu. Des adversaires sans aviation de combat, une défense antiaérienne limitée, des missions de surveillance prolongées et d'appui au sol. Mais l'Arabie saoudite frappait le Yémen avec des F-15 et des Typhoon, des appareils fournis dans le cadre de contrats d'armement massifs conclus avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Les Philippines et l'Indonésie, deux archipels aux immenses façades maritimes et aux ressources limitées, correspondaient davantage au profil de client idéal théorique. Mais ces pays faisaient face à des contraintes budgétaires sévères qui rendaient même le prix annoncé du Scorpion difficile à absorber. De plus, les deux nations recevaient des offres concurrentes de la part de fournisseurs coréens, italiens et brésiliens, proposant des appareils d'entraînement armés avec des garanties de transfert technologique et des conditions de financement plus souples. Textron n'offrait rien de tel. Pendant ce temps, une évolution technologique silencieuse mais décisive rongeait les fondements même du concept du Scorpion. Les drones militaires de surveillance et d'attaque légère devenaient de plus en plus accessibles, de plus en plus performants et de plus en plus abordables. Un drone comme le chinois CH-4, vendu à plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique pour moins de 10 millions de dollars l'unité, pouvait tenir l'air 20 heures d'affilée, transmettre des images en temps réel et tirer des missiles guidés sans risquer la vie d'un pilote. Face à cette réalité, l'argument du Scorpion comme solution économique pour les nations modestes sonnait de plus en plus creux. Le 22 décembre 2016, Textron Airland annonça néanmoins le premier vol du Scorpion en configuration de production standard, une étape symboliquement importante qui signifiait que l'appareil était techniquement prêt pour la livraison. La machine avait franchi toutes les étapes de son programme de développement. Elle était certifiée, éprouvée et disponible à la commande. Mais cette annonce, qui aurait dû déclencher une vague de contrats, passa presque inaperçue. Aucun pays ne signa dans les semaines qui suivirent. Aucun carnet de commandes ne s'ouvrit. Textron communiqua sur des discussions en cours, avec une liste de nations qui n'avaient guère changé depuis 2 ans. L'ironie cruelle du programme était là tout entière.
Textron Airland avait réussi l'impossible en termes d'ingénierie et de rapidité de développement, mais avait échoué à convaincre quiconque d'en avoir réellement besoin. Le Scorpion existait dans un espace inconfortable entre deux mondes, trop limité pour les armées qui pouvaient se payer mieux, trop coûteux pour celles qui devaient se contenter de moins. À partir de 2017, le silence commercial autour du Scorpion devint assourdissant. Textron Airland continuait de faire voler son prototype, d'apparaître dans des salons aéronautiques et de publier des communiqués optimistes sur des discussions en cours, mais les faits étaient implacables. 5 ans s'étaient écoulés depuis le lancement secret du projet, et pas un seul contrat ferme n'avait été signé. Pas un seul appareil n'avait été livré à un client militaire. La question de la participation de l'armée de l'air américaine fut abordée à plusieurs reprises au cours de ces années. En 2017, le commandement de l'éducation et de la formation aérienne de l'armée de l'air américaine, connu sous l'acronyme AETC, examina brièvement le Scorpion dans le cadre d'une réflexion sur le renouvellement de ses avions d'entraînement avancés. Textron espérait que cette attention institutionnelle se transformerait en appel d'offres formel. Elle ne le fit jamais. Ce rejet implicite de la part de l'armée de l'air américaine fut un coup fatal pour la crédibilité commerciale du programme à l'international. Les acheteurs étrangers potentiels suivaient de près les décisions d'acquisition américaines comme signal de validation. Si l'armée de l'air du pays qui avait conçu et construit le Scorpion ne jugeait pas utile de l'acquérir, pourquoi un pays tiers prendrait-il le risque de le faire en premier? La logique était froide, mais implacable, et elle ferma définitivement plusieurs portes qui étaient encore entr'ouvertes. En 2018, Textron procéda à une restructuration discrète de ses activités liées au Scorpion. Les effectifs dédiés au programme furent réduits. Les investissements en recherche et développement pour des variantes futures de l'appareil furent gelés. La communication commerciale, autrefois agressive, se fit plus rare et plus prudente. La société ne prononça jamais officiellement le mot « annulation », mais les observateurs du secteur comprenaient parfaitement ce que ces signaux signifiaient. Le Scorpion était maintenu sous perfusion administrative, dans l'espoir qu'une opportunité se présente encore, mais sans que des ressources significatives continuent d'y être englouties. Les pertes financières engagées par Textron dans le programme ne furent jamais rendues publiques dans leur intégralité. Les analystes financiers estimaient que la société avait investi plusieurs centaines de millions de dollars entre le développement initial, les essais en vol, les campagnes commerciales mondiales et le maintien du programme en vie pendant des années sans revenus. Pour Textron, groupe diversifié aux activités multiples, ces pertes restaient absorbables. Mais elles constituaient un avertissement sévère sur les risques liés au développement d'armements sans commande préalable garantie. Le marché que Textron avait identifié au début des années 2010 s'était profondément transformé entre-temps. Les nations à budget modeste, qui auraient pu être les clients naturels du Scorpion, se tournaient massivement vers les drones de combat, dont les prix continuaient de baisser et les capacités d'augmenter chaque année. Les pays légèrement plus riches préféraient acquérir des appareils d'occasion provenant des flottes occidentales en cours de modernisation, des F-16 de seconde main, des Mirage 2000 remis à niveau, des Alpha Jet révisés, souvent accompagnés de packages de formation et de soutien logistique clé en main. L'histoire du Scorpion est aussi celle d'une époque charnière où la notion même d'avion de combat habité pour les missions de basse intensité commençait à perdre son sens stratégique. Les conflits contemporains exigeaient soit des appareils d'une précision et d'une furtivité extrêmes pour pénétrer des défenses modernes, soit des systèmes autonomes capables de rester en l'air des heures sans contrainte humaine. Le Scorpion n'était ni l'un ni l'autre. Textron Airland avait prouvé qu'une entreprise privée pouvait concevoir, construire et faire voler un jet militaire en moins de 2 ans, sans l'aide de l'État, avec des moyens limités et une discrétion absolue. C'était un exploit industriel réel, incontestable, et qui méritait d'être salué. Mais dans le monde de la défense, un exploit d'ingénierie sans client reste un exploit sans avenir. Le Scorpion vola des centaines d'heures,
traversa des océans pour se montrer, séduisit des regards sans jamais convaincre des signatures. Il reste aujourd'hui l'exemple le plus éloquent de ce qu'il est possible de construire quand on ignore délibérément la question fondamentale. Est-ce que quelqu'un en a vraiment besoin ? Si cette histoire vous a appris quelque chose sur les ambitions démesurées et les réalités du monde militaire, laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre avis et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur les machines de guerre qui ont marqué ou manqué leur époque.